Bah, je voudrais revenir avec vous sur ces sur les causes de cette déstabilisation programmée de la Guinée équatoriale. Tout à l'heure, vous nous citiez ces contrats que le président Obiang a décidé de renouveler et qui aujourd'hui pourraient être considérés comme l'une des sources de cette déstabilisation qui semble imminente. Absolument. Il n'a pas décidé de renouveler, il a décidé de rompre. Il veut rompre. En réalité, c'est que quoi? Voici un autre contrat. Un contrat toujours avec la France, qui est signé depuis 1987. En 1987, la France et la Guinée équatoriale ont signé un contrat de coopération en matière de télécommunications. La France et la Guinée, 1987. Ça fait donc plus de 24 ans aujourd'hui, plus de, je sais pas. Donc, 87, et la France dit qu'on vient vous aider à installer votre système de télécommunications. Mais de 87 à 2011, la Guinée équatoriale s'aperçoit que non seulement on vient avec les vieux matériaux, mais que le prix de téléphone, le coût de téléphone est excessivement cher. Et jusqu'aujourd'hui, quand vous appelez en Guinée équatoriale, je crois que la minute est dans l'ordre de 300 francs CFA. Et si vous appelez au Cameroun, c'est de l'ordre de 3000 francs. Je vais vous dire que c'est excessivement cher. Et donc, la Guinée équatoriale se rend compte qu'en termes de coopération, l'accord de coopération qu'on a signé, on ne l'aide pas vraiment. C'est-à-dire qu'au bout de 24 ans, on s'aperçoit que, d'accord, on a mis une clause de non-concurrence, c'est-à-dire une clause d'exclusivité. Mais vous mettez les vieux matériaux, c'est vous qui dirigez la société, quoique la Guinée équatoriale est 60% et la France 40%. C'est la France qui a le directeur général, c'est la France qui a le directeur général adjoint, c'est la France qui a le directeur financier, c'est la France qui a les hauts cadres qui dirigent l'entreprise et qui contrôlent les bénéfices. Et donc, les cadres africains n'ont jamais bénéficié de rien. C'est-à-dire, ce qui est conclu que vous devez former les cadres africains pour qu'ils puissent prochainement prendre pied dans l'entreprise. Ça n'a jamais été fait. Et c'est comme ça que, vers les années 2011, la Guinée équatoriale dit que je vais rompre donc avec le monopole. Et c'est comme ça qu'ils signent donc un protocole d'accord transactionnel que voici, en 2011, où la France va exploiter l'article 9 de ce protocole pour imposer à la Guinée de lui payer 192 millions d'euros. C'est ça que la Guinée refuse de payer en disant que moi je ne vais pas, c'est-à-dire que je te revends mes parts, je quitte l'entreprise, je te vends mes parts de manière forcée à 192 millions d'euros. Et la Guinée équatoriale dit non, c'est trop élevé, je ne peux pas, même sur le marché, on ne peut pas les trouver aussi cher que ça. D'abord, tu n'as pas rempli ta quote-part de marché, et maintenant, au lieu que tu pars tranquillement, tu me refourgues tes parts, et c'est toi qui m'imposes le prix. Donc, il se retrouve donc devant un juge arbitre, il se retrouve devant un conflit où, finalement, la France, la Orange, puisque, entre-temps, France Télécommunications a été privatisée, c'est Orange qui a pris la place, et donc Orange saisit l'avion du président Obiang Nguema. Donc, voyez-vous, vous signez des accords avec eux. En général, ils ne respectent pas les accords. Et ensuite, lorsque vous voulez dénoncer les accords, c'est eux qui sont les premiers à vous créer des problèmes. Ils ont saisi l'avion du président, le président a été obligé de payer, il était à l'étranger, il a été obligé de payer 20 milliards pour qu'on libère son avion qui avait été saisi en France, à Lyon. On a libéré l'avion et il n'a pas voulu payer parce que c'est 132 millions d'euros, c'est dans les 90 milliards comme ça. Il n'a pas payé le reste. On a ressaisi un nouvel avion qui est encore à Genève aujourd'hui. Ils ont saisi les tribunaux et les tribunaux ont donné raison au président Obiang Nguema que cet avion-là, normalement, n'était pas saisissable. Bon, l'avion est encore là-bas. Ils ont fait un recours en cassation. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Répondre en même temps aux téléspectateurs pour dire que parfois, nous avons signé des contrats avec un pays qui est venu en disant qu'on vient vous aider. Et en réalité, moi, avant que je ne rentre dans ces contrats internationaux et que je découvre que parfois, nos États
signent des contrats dans lesquels ils sont plus lésés que toi, ton contrat avec ton bailleur. Vraiment, le bailleur ne peut pas nous dominer comme les contrats internationaux, on domine les États. On domine les États africains comme si c'était des enfants. Et parfois, ils sont obligés et contraints de signer ces accords-là pour avoir la paix. Et malgré cela, et on a vu avec Gbagbo, malgré cela, ils n'ont jamais la paix. Gbagbo se retrouve à la CPI, malgré qu'il ait tenté de les amadouer, d'accepter des accords lyonnais. Donc, voyez-vous, nous sommes obligés de nous défendre maintenant. Et je dis que la solution militaire telle que propose l'autre n'est pas probable, elle n'est pas possible en ce moment, parce que nous n'avons même pas des armées. Nos armées sont des armées de vigiles. La solution diplomatique et la solution communicationnelle. Mais par contre, Jean de Dieu Momo, on pourrait quand même signaler que cette Afrique centrale a des armées de renom. On peut citer l'armée tchadienne qui a été félicitée par le monde entier. On peut citer également l'armée, surtout le bataillon d'intervention rapide de l'armée camerounaise, salué également par les gouvernements occidentaux. D'ailleurs, on peut se souvenir de ce sommet pour la paix et la sécurité dans le golfe de Guinée qui s'était tenu à Yaoundé, où l'audience avait salué le bataillon d'intervention rapide et l'avait présenté comme étant le modèle de force qu'il faudrait pour sécuriser l'enclave du Biafra. Ce n'est qu'un début parce que quand je prends des exemples comme l'exemple de Muammar Kadhafi en Libye, je vois comment on a détruit son aviation, qu'on a envahi son pays et qu'on l'a tué malgré son armée, malgré qu'il était riche. Donc, nos pays ne veulent pas risquer cela. Je prends l'exemple de Gbagbo. Alors que Gbagbo était encore président, la France a commis un acte de guerre qui aujourd'hui reste impuni. C'est-à-dire a détruit ses avions au sol et ses hélicoptères sous prétexte que pendant ces conflits-là, un des pilotes avait tiré sur l'armée française. Donc, voyez-vous, à partir de là, quelle a été la réplique de l'Afrique? Est-ce que nous allons aller en guerre contre des gens qui sont hyper armés? Moi, je pense que nous pouvons gagner la guerre contre eux, mais la guerre d'opinion. L'opinion française, l'opinion internationale est trompée. Chaque fois qu'ils ont fait la guerre, quand ils ont fait la guerre en Irak, ils ont trompé l'opinion nationale. Il faut gagner la bataille de l'opinion. Et ça, l'Afrique Média est extrêmement importante parce que c'est à ça. Et Afrique Média, effectivement, Afrique Média qui met à votre disposition un ensemble, enfin, les faits tels que vécus sur le terrain pour que vous puissiez de vous-même comprendre cette monstruosité. Oui, c'est-à-dire que l'Afrique Média dément les mensonges internationaux. L'Afrique Média va sur le terrain et découvre, dit que non, ce n'est pas exact ce qu'il vous raconte là. Parce que, voyez-vous, moi, j'ai encore vu sur Afrique Média un reportage que vous avez fait sur l'Irak. Comment, à l'ONU, aux Nations Unies, on a dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, y compris des armes bactériologiques. Et une mission des Nations Unies déployée sur le terrain n'a rien trouvé. Pourtant, Saddam Hussein a été pendu finalement. Donc, nous ne voulons pas. Nous savons que c'est des peuples barbares qui ont toujours fait la guerre. Mais je ne dis pas que nous ne nous défendrons pas. Si nous sommes obligés de faire la guerre, on va vendre chèrement notre peau. Ça, c'est évident. Si nous sommes attaqués, nous vendrons chèrement notre peau. Mais en attendant, nous ne voudrons pas attaquer. Et c'est d'ailleurs le sens du message du président Obiang-Nguema. Et nous allons d'ailleurs tout à l'heure... Si vous voulez que je parte, moi, je pars. Mais pas vous, les Occidentaux, parce que ça ne vous concerne pas. Si le peuple guinéen voit que je ne suis plus utile, moi, je m'en vais. Mais je ne peux pas partir parce que la France, la Guinée, je ne sais pas moi, l'Espagne ou l'Angleterre ou même les États-Unis auront décidé. Il faut que les Africains comprennent cela. Maître Jean de Dieu Momo, avec votre permission, nous allons recevoir Roger qui est à Dubaï et qui attend depuis une dizaine de minutes au standard. Bienvenue Roger. Ne vous excusez pas parce que nous vous avons invité également pour vous écouter.